Merci. Waouh. Vous allez bien? Vous avez vu comment c'est beau le talent? Eh bien écoutez, je suis ravi d'être à vos côtés aujourd'hui, et plus particulièrement dans cette ville de Meaux où c'est assez étonnant, mais j'ai commencé un petit peu ma carrière sportive aussi ici avec le club de Meaux, de basket fauteuil. Alors je ne sais pas si vous savez que vous avez un des plus grands clubs français et européens dans votre belle ville de basket fauteuil. Non, vous ne le saviez pas? Si? Oh, ça fait plaisir. Vous avez vraiment une belle équipe de basket fauteuil. Et donc voilà, les frontières. On est venu me chercher en me disant on aimerait que tu puisses intervenir chez nous sur ce sujet des frontières. Et je vous avoue qu'au départ, c'est vrai que les frontières, on pense tout de suite à ces frontières qu'on a, le fait d'être dans un pays, ces frontières qu'on a créées, que les humains ont créées, pour définir un territoire. Et c'est vrai que, comme tu le disais, je suis né en Tunisie, et je suis un enfant de la thalidomide. Vous connaissez la thalidomide, non? C'est un médicament dans les années 60-70 qu'on donnait aux femmes enceintes pour éviter qu'elles aient des douleurs, des nausées. Et en fait, ce médicament, il a tué beaucoup de mamans et d'enfants et a fait naître beaucoup d'enfants avec des malformations, dont je fais partie. Donc moi, je suis amputé des deux jambes et au niveau des mains. Et mon grand-père, qui était un ancien combattant français, a dit à mes parents, si tu veux sauver ton gamin, il faut aller traverser la Méditerranée, il faut aller en France pour sauver ton enfant. Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est que pour tuer, pour abîmer, il n'y a pas de frontières. Et quand on veut soigner, quand on veut sauver, par contre, les frontières sont difficiles à passer. Et l'actualité aujourd'hui nous le rappelle encore, malheureusement. Donc je suis arrivé en France. J'avais quoi, 1 an et demi, 2 ans. Pas vraiment conscience de tout ça, mais quand même une sensation d'arrachement, de déchirement. C'est-à-dire que même quand on traverse les frontières pour son bien, on n'a pas conscience du bien que traverser cette frontière peut nous faire. Parce que quand je suis arrivé dans ce beau pays, la première des choses, c'est que pour me soigner, on m'a enfermé dans un centre de rééducation, dans un hôpital. Et c'était difficile, parce que d'un seul coup, on ne comprend pas très bien pourquoi on est enfermé dans ces établissements, pourquoi on nous opère, parce qu'il n'y a pas d'explication. Quand on est enfant, c'est difficile aussi, cette frontière intellectuelle que l'on peut avoir, de la conscience. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on comprend plus les choses, mais au départ, on ne comprend pas, parce qu'on est dans quelque chose d'assez basique. La seule chose qu'on perçoit, c'est qu'on nous a enlevés de notre territoire, on nous a enlevés de notre famille, et on ne voit pas trop l'intérêt de cette souffrance, de toutes ces opérations, de toutes ces douleurs qu'on subit à ce moment-là. Et donc, dans ce centre de rééducation et ces hôpitaux, j'alternais centre de rééducation aux hôpitaux, souvent, d'être dans un lit d'hôpital pendant 6 mois, 1 an, à regarder un plafond, et d'un seul coup, le monde physique est très limité, et donc on s'aperçoit qu'on rentre dans un imaginaire assez incroyable, et on part dans des dimensions, dans des rêves, dans des observations qui peuvent être des fois assez surréalistes, comme d'observer quelques insectes qui se baladent dans votre chambre, et ça devient votre compagnon, ces fourmis ou cette araignée là, qui essaie de tisser sa toile. Et souvent, je me posais la question, où était la place de l'humain dans tout cet univers entre l'infiniment grand et l'infiniment petit? Est-ce que cet insecte-là avait conscience que j'existais et moi, son existence, est-ce que j'avais conscience de l'importance de son existence dans le monde? Donc ça, c'était des réflexions un peu de jeunes, enfermés dans ces 4 murs, et avec ce monde médical et ces éducateurs qui étaient quand même assez bienveillants à l'époque. Et quand j'ai commencé à un petit peu grandir, ma seule obsession, c'était de me sauver de ces centres.
Et, et quand vous vivez une espèce d'injustice, vous déployez à l'intérieur de vous une forme de violence, malgré vous. Et cette violence, des fois, je ne l'exprimais pas forcément bien. Et les éducateurs de l'époque, dans ces centres de rééducation, ils avaient une formule assez basique. Les gamins agités, on les mettait au sport. Et d'ailleurs, les gamins un peu trop mous, on essayait de les mettre au sport aussi. Je crois qu'on mettait tout le monde au sport. Il n'y avait pas non plus énormément d'activités. C'était les grandes activités après l'école et les soins, c'était le sport et la culture. Donc c'était les deux choses qui nous nourrissaient socialement et humainement. Et alors le sport, ça a eu ce côté magique, c'est de me faire sortir de l'établissement. Donc tous les week-ends, ça nous permettait d'aller faire des compétitions, d'aller voir le monde de l'extérieur. Parce que quand on est enfermé dans ces établissements, vous savez, il y a le monde de l'intérieur, le monde de l'extérieur, comme dans les films un peu de science-fiction. Et quand on voyait arriver des nouvelles personnes avec des handicaps un petit peu plus légers et qui avaient vécu longtemps ou qui avaient eu un accident ou une maladie, c'était des gens qui venaient de l'extérieur. Donc il y avait une espèce de frontière aussi, comme ça, invisible, mais ils venaient de dehors. Et on avait énormément d'admiration pour ces jeunes ou ces personnes qui venaient de dehors parce qu'eux, ils savaient ce qui se passait dehors, alors que nous, on avait vécu une grande partie de notre vie à l'intérieur de ces institutions. Le sport. Donc je commence à comprendre que exprimer ma violence dans la cour de récréation ou dans d'autres lieux, j'étais puni. Et par contre, cette énergie, quand je la déployais dans le sport, j'étais applaudi. Donc j'ai vite compris que la bonne voie, c'était celle-là. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé encore confronté à une nouvelle frontière. La frontière des préjugés. Et des fois, la frontière de la bienveillance qui vous bloque, qui vous impose dans un statut. En fait, vous l'avez remarqué, il me manque des morceaux de main. Et ma passion, c'était le basket. Et je voulais faire du basket. Et on m'a expliqué que pour faire du basket, il fallait des mains. Ce qui n'est pas bête dans l'absolu. Et au fait, ça a été assez compliqué parce que à chaque fois que je voyais une balle orange rebondir, j'étais comme un chien fou. Et je me suis retrouvé à faire de la natation. Parce que comme on m'expliquait qu'il fallait des mains pour le basket, et j'avoue que j'avais plus les moyens aussi d'acheter un maillot de bain qu'un fauteuil roulant. Ce n'était pas le même prix, donc il y a aussi une frontière financière d'avoir les moyens d'eux. Et ça, c'est une réalité aussi. Donc j'ai commencé par la natation, j'ai été en équipe de France de natation pendant plusieurs années. Mais à l'époque, dans cet établissement, on avait, je ne sais plus si c'était le Rotary ou le Lions Club, qui nous offrait une sortie tous les ans. Et donc je me suis retrouvé à partir au cirque d'hiver. Et là, j'ai découvert au cirque d'hiver les jongleurs. Et je me suis dit, mais si les gars, ils arrivent à tenir des assiettes, des balles, des bouteilles sur le bout du nez, sur les coudes, et moi, avec mes petits moignons, je vais y arriver. Donc j'ai appris la technique de jonglage. Et j'ai eu la chance, un jour, c'était à Neufmoutier, je crois, que des gars du club de Meaux, un tournoi où ils n'avaient pas trop envie d'aller, les grandes stars, et donc ils ont récupéré un peu tous les gamins qui étaient là ce week-end en disant qui veut venir faire le tournoi. Évidemment, je levais mes petites mains, moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer un gars de la garde républicaine, du cercle sportif des Invalides, et qui m'a vu et qui m'a dit, je dis que je voulais faire du basket à Paris. Alors, je ne sais pas pourquoi j'étais amoureux de Paris, désolé, mais je sais que des fois, les gens, quand on leur dit Paris, ça leur hérisse le poil. Mais moi, j'étais vraiment amoureux de Paris. Et je reviendrai là-dessus après, pourquoi j'étais amoureux de Paris. Il m'a donné ma chance. Et ces éducateurs qui étaient bienveillants, pour pas que j'échoue, m'avaient quelque part interdit et privé d'essayer, de tenter, de me planter. Et on s'aperçoit que des fois, en se plantant, soit on apprend, ou soit on s'enracine. Et je me suis tellement bien planté que j'ai fait 18 ans d'équipe de France de basket, une des plus grandes carrières. Donc des fois, juste d'offrir la chance à la personne de tenter, d'essayer, de voir ce que ça donne.
c'est pas grave si on échoue. Mandela disait je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Et c'est quelque chose d'important, que quand on a un regard sur l'autre, de se dire, s'il veut essayer de le faire, il n'a qu'à tenter. Et là, déjà, vous cassez une nouvelle frontière, qui est le préjugé que vous avez sur l'autre. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Elle est pleine de surprises. Et donc, me voilà en équipe de France de basket, où j'ai vécu des moments les plus folles. Et là, j'ai découvert aussi des choses que je ne connaissais pas en participant aux Jeux paralympiques. J'ai fait 5 Jeux paralympiques. J'ai découvert toutes ces nationalités, toutes ces langues, tous ces pays, toutes ces religions. Et c'est vrai que même nous, quand on est dans un territoire, on n'a pas conscience de cette richesse du monde. On ne rencontre pas les autres, on ne les connaît pas, et pourtant on les juge. Et là, ça a fait une prise de conscience, un choc à l'intérieur de moi, de me dire comment ma culture, mon pays, serait supérieur au reste du monde. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a un petit peu ce côté comme ça, on regarde les autres de haut? Est-ce que c'est parce qu'on a une technologie plus avancée? Est-ce qu'on est plus humain? Est-ce qu'on a un Dieu qui est plus fort qu'eux? Et ça m'a énormément interpellé. Et j'avoue que ça m'a permis aussi de m'engager dans le monde associatif, de l'humanitaire. Parce qu'à chaque fois que j'allais dans un pays, je ne comprenais pas pourquoi certains gamins n'avaient pas les moyens de vivre ou de réussir. Qu'est-ce qui faisait qu'eux? Et ça m'a énormément questionné. Et ce n'était pas qu'on était juste supérieur à eux, c'était qu'on avait créé une organisation solidaire, qu'on n'avait pas plus de bombes que certains, mais on avait plus d'écoles, plus d'universités, plus d'hôpitaux. Et que c'est ce qui faisait vraiment notre force. Et ça, je me suis dit, c'est dommage que dans tous ces pays-là, j'aurais pu rester dans mon pays si j'avais eu tout ça aussi, si mes parents avaient eu ça. Et donc, c'est des frontières comme ça où on ne se rend pas compte, mais on a énormément de chance. On se met des frontières alors que quand je reviens en France, à chaque fois que je pars d'un voyage, je me dis quelle chance on a d'être dans ce beau pays. C'est incroyable. Et donc je m'engage dans le monde associatif. Je m'engage dans le monde associatif et là je me rends compte aussi que un jour, une directrice d'établissement m'interpelle en tant que champion et me dit « Vous voulez pas venir dans notre école ?» Parce qu'on a un enfant handicapé qui a demandé à sa maman si après l'école, il allait mourir. Parce qu'il n'avait jamais vu d'adulte handicapé. Je trouvais ça surprenant. C'est un enfant qui était dans une école ordinaire et qui allait faire ses soins dans un centre pour aussi des enfants handicapés. Et donc, il n'a jamais vu d'adulte handicapé. Et quand j'ai embarqué dans cette école, la majorité des enfants pensaient qu'on naissait tous handicapés. Alors que le handicap, c'est souvent au cours de la vie. Plus de 87% des personnes qui ont un handicap, c'est suite à une maladie ou un accident. Et alors, je me suis retrouvé confronté à quelque chose d'assez étonnant. C'est que je me suis dit, on va faire un programme pour expliquer aux enfants, on va les sensibiliser au handicap, et la meilleure sensibilisation, c'est quoi? C'est de les mettre en situation. Et je me suis confronté encore une fois à un monde qui est le monde du handicap et le monde ordinaire. Alors le monde ordinaire, à l'époque, on me disait, mais c'est dégueulasse ce que tu fais, tu leur apprends à être handicapé. Ça porte malheur. Parce que je les mettais sur un fauteuil, je leur faisais faire du basket fauteuil. Donc vous voyez déjà cette superstition qui bloquait les gens. Et c'est vrai que j'avais oublié qu'on disait aux gens, aux gamins, touche pas aux béquilles, touche pas au fauteuil. Et donc ça a été une prise de conscience assez étrange. Et surtout le monde du handicap aussi, mon univers à moi, qui m'expliquait que c'était pas bien ce que je faisais parce qu'on rigolait pas avec ça. C'était pas un jeu. C'était quelque chose de sérieux. Dieu merci, aujourd'hui,
On sensibilise des milliers de gamins, on sensibilise partout en France, même au-delà. On met les jeunes en situation pour qu'ils comprennent ce que c'est que le handicap. Et surtout, nous, de notre côté, on essaie de leur expliquer comment éviter le handicap. Et donc tout ça, ma petite vie associative en tant que sportif, et je me retrouve confronté à un nouveau monde, qui est le monde du travail. Encore une frontière. Je passe mon BEP d'informatique électronique juste parce que je n'ai pas eu la bonne sémantique. Moi, j'étais plutôt attaché à l'art. Je dessinais énormément et je voulais faire du dessin sur ordinateur. Ce n'était pas du tout le mot qu'il fallait employer. Donc quand j'ai dit ça à ma conseillère d'orientation, elle m'a mis dans une école pour faire du dessin assisté par ordinateur, mais c'était plutôt de la PAO, DAO et du montage câblage, alors que j'aurais dit employer le terme graphisme. Mais je ne le savais pas à l'époque. Donc je me suis retrouvé à faire des circuits intégrés très jolis, avec un côté artistique. Hein. Tous mes circuits intégrés étaient très, très harmonieux. Mais le professeur, quand il m'a vu débarquer avec mes mains, pareil, il s'est questionné, mais qu'est-ce que vous faites là? Comment on vous a orienté là? Donc il a quand même accepté que je reste et que je fasse mes 2 ans pour faire mes cours. Mais c'est vrai que pour souder des petits circuits intégrés, des petites pièces, c'était assez rock'n'roll à l'époque. Et donc j'arrive avec ce beau diplôme à la Cotorep. Et là, la Cotorep, j'avais envoyé quoi? Déjà une centaine de CV à droite à gauche. Pourtant, je n'étais pas en direct avec le public, hein, mais personne ne voulait de moi. Et je débarque à la Cotorep et on m'explique pourquoi je veux travailler, que j'ai une pension. La AH. Alors moi, j'étais un petit peu abasourdi en me disant, mais on m'a opéré, on m'a levé tous les matins pour aller à l'école, pour m'expliquer que j'allais attendre que la vie passe. Donc, je n'avais pas très bien compris le sens du truc. Tout ce qu'on m'avait dit dans ce centre de rééducation, qu'on te prépare pour l'avenir, pour l'extérieur. Et là, on m'a mis 100% d'invalidité inapte au travail. Le choc. Donc je me suis retrouvé un petit peu bousculé encore par ces frontières des préjugés. Pourtant, j'avais bien bossé. Hein. Les ergots, je m'étais bien entraîné à faire mes lacets, même si je passais plus de temps que quelqu'un qui avait 2 mains. Mais ça ne suffisait pas. Parce que mon apparence physique n'était pas l'apparence physique adéquate pour ce monde. Donc je me suis un peu posé la question, quel était ce monde étrange, dans quel pays je vivais, où on soignait les gens, où on leur donnait des compétences, où on leur permettait d'avoir des diplômes pour leur expliquer que tout ça avait servi à rien. Vous imaginez tout le pognon que vous avez mis à la poubelle. Et là, on comprend que des fois, il y a des incohérences. Donc j'ai pris cette allocation adulte handicapé et je me suis dit, bon, je vais proposer un mi-temps, ça faisait l'équivalent d'un mi-temps à des associations. Donc j'ai été proposer mes services au Cercle sportif des invalides, à Mobilité internationale, à Handicap international, à Handicap sans frontières. Et donc j'avais cette sensation de travailler avec l'argent du contribuable, mais je n'étais pas salarié, mais je travaillais, je bossais. Et ça m'a permis encore de découvrir le monde autrement en ayant cette fonction. Et donc après, je me suis retrouvé un petit peu dans l'obligation de créer mon propre emploi. Donc j'étais autodidacte. Comme j'avais fait le Paris-Dakar, je m'étais cassé le bras. Ma mère gérait des boulangeries. Je me suis retrouvé à gérer des boulangeries. N'étant pas boulanger, n'ayant pas de formation non plus de gestionnaire. Mais juste le bon sens m'a permis de découvrir aussi le monde du travail par le biais d'une entreprise familiale. Et donc ça a été passionnant de gérer des humains, de faire du pain, de se lever le matin et d'avoir ma vie associative, de ma vie sportive. Et c'est pour ça que je navigue dans tous ces univers et que j'ai pas mal d'activités aujourd'hui, parce que tout ça m'a nourri. Et j'ai dépassé ces frontières en fait. Et j'ai dépassé ces frontières parce que j'ai osé ne pas croire au regard des autres qu'il y avait à travers moi. J'ai cru en mon propre regard.
et je ne suis imposé aucune limite. C'est-à-dire que toutes ces frontières qu'on peut se mettre dans la tête en se disant c'est pas possible, ça je l'ai éliminé de mon concept. Donc j'ai avancé, toujours, tout le temps, tout doucement. Je dis souvent beaucoup avec de l'humour, quand on passe des frontières, il faut des papiers. Moi, j'avais pas de pieds. Et j'ai réussi à avoir des papiers après. Mais c'est vrai que quand on débarque comme ça, avec pas grand-chose dans le monde, il faut avoir foi. Il faut avoir foi en soi et aux autres. Et j'ai eu des très, très belles rencontres. Des très belles rencontres qui m'ont permis, à un moment donné, quand j'ai osé faire le pas pour avancer dans ce monde et dépasser ces frontières des préjugés, des regards, des mauvaises intentions, d'avoir des gens qui croient que c'est possible. J'adore ce proverbe brésilien qui dit « Un rêve seul est un rêve à plusieurs est une réalité ». Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont permis d'être dans cette réalité. Et alors quand vous devenez un champion, un entrepreneur et tout ça, mais vous apercevez que vous aussi, au final, vous avez quand même des préjugés sur les gens. Et que vous mettez les gens aussi quelque part, parce que vous avez réussi, dans des cases. Et j'en parlais ce matin, vous avez vu, j'ai gardé ce sac volontairement là, ex aequo, avec cet égal là qui fait le drapeau français. Je parlais de cette expérience que c'est la semaine de la lutte contre les discriminations. Et je parlais aussi de l'importance qu'on avait, nous, à mettre des frontières, à créer des cases, à exclure l'autre, parce qu'on a des préjugés. Et j'ai été pendant plusieurs années président du sport adapté en Île-de-France. Et je me suis surpris, alors que je me bats pour le droit à la différence, contre l'indifférence, l'égalité, les préjugés. Et ma première sortie, vous savez ce que c'était ? C'était du tir à l'arc. Vous connaissez le sport adapté ou pas ? Non ? Vous connaissez handisport ? Voilà, alors je vais faire un petit peu de pédagogie. Handisport, c'est tout ce qui est handicap physique, donc ça comprend le moteur et sensoriel. Et le sport adapté, c'est tout ce qui est handicap mental, psychique et troubles du comportement. Et à l'époque, le ministre Jean-François Lamour voulait un petit peu qu'il y ait un rapprochement entre ces deux fédérations. Et donc je me suis retrouvé à être président de la région Île-de-France. Et première sortie, championnat de France de tir à l'arc. Et là, vous savez, j'ai eu une espèce de sueur froide. Et j'ai posé la question, mais c'est des vraies flèches ? C'est quand même des handicapés mentaux, c'est des fous, quoi. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Au lieu de vivre la chose, j'étais déjà, moi, en train de poser les choses de manière négative et de me dire, je vais trouver une excuse pour ne pas y aller, parce que c'est peut-être dangereux. Et j'y étais, et en fait, j'ai été surpris à quel point les gens étaient tellement respectueux des règles que je me sentais plus en sécurité avec ces gens qui étaient considérés quelque part comme des fous à l'extérieur, et qu'ils étaient beaucoup moins fous que le monde de l'extérieur. Et j'ai découvert un univers avec le handicap mental, le handicap psychique, qui était juste assez incroyable. Il y avait une forme d'intelligence bio, simple, sans tous ces mensonges, sans toutes ces postures. Et ça m'a aussi énormément enrichi. Donc des fois, d'aller au-delà de ces peurs, ça nous permet de rencontrer des personnes, des univers qui sont ce que l'on souhaite dans le quotidien. Mais on a tellement complexifié ce monde, on a tellement créé des univers, des statuts, des choses comme ça que c'est pas évident de jongler avec tout ça. Et donc voilà, on a aussi chacun nos préjugés, chacun nos frontières à essayer de dégommer. Et même dernièrement, quand j'ai arrêté ma carrière en équipe de France de basket après les Jeux de Pékin, je me suis retrouvé à être sollicité par l'équipe de France de rugby. Et pareil, le rugby fauteuil, ça a été créé par des tétraplégiques. Et je me suis dit, il est tétraplégique. Vous savez, on avait une blague à l'hôpital
Vous savez où on retrouve des tétraplégiques? Là où on les a laissés. J'avoue. Mais au moins, ça fait réagir la salle, c'est bien. En même temps, c'est un petit peu d'humour noir avec mes origines, ça va, ça peut le faire, ça passe. Donc, et pareil, je débarque dans ce sport du rugby fauteuil, et c'était incroyable cette puissance que les gens avaient. Et je me suis retrouvé encore embarqué dans ce sport assez fou, où vous avez des handicaps très très lourds, et un sport quand même assez ultra violent. Et j'ai trouvé ça génial de voir que des mecs, des hommes et des femmes, parce que c'est un des rares sports qui est mixte, même à haut niveau, débarquaient des fois avec leur fauteuil électrique ou leur tierce personne qui les accompagnait. Et au bout de 2 ans, on les retrouvait à faire des transferts, à conduire leur voiture. Et je me suis dit, waouh, le sport a ce côté magique. Et c'est assez épatant. Donc voilà un petit peu les frontières. Et quand vous avez pris l'habitude d'aller au-delà et de dégommer les frontières, bah après, quasiment tout est possible. Il n'y a que la vie qui vous arrête, qui vous limite. Mais déjà, quand vous ne vous limitez pas, c'est assez incroyable. Et donc maintenant, je gère une association qui s'appelle CAPSA et qui a un programme de prévention, de sensibilisation, de citoyenneté, d'apprendre aux gamins la notion de paix et du vivre ensemble. On sensibilise 30 000 gamins, on fait un tour de France de la citoyenneté. On va dans les centres et les hôpitaux, où on utilise le sport comme outil pédagogique et de lutte contre la sédentarité. Et on a appelé ce programme Cap Résilience, parce qu'on s'aperçoit que le sport a une vraie dynamique de résilience. Et le fait d'un seul coup d'utiliser son corps qui est abîmé, ou ce corps qu'on n'aime plus, pour le réutiliser, pour exister, pour avoir une activité, c'est aussi magique. Et de dire aux gens qui ont perdu une partie de leur corps de ne pas rester bloqués sur ce qu'ils ont perdu, parce que c'est une réalité et on ne peut pas empêcher ce réflexe, mais surtout de se préoccuper de tout ce qui reste, de tout ce qu'ils peuvent faire avec. Et on s'aperçoit à quel point le possible est quasi infini, et une vie ne suffira pas. Et un petit hommage là, à Stephen Hawking, parce que je pense à lui en disant ça. Cet homme qui a été frappé par une maladie, qui l'a cloué sur un fauteuil électrique et qui avait même besoin d'une synthèse vocale pour s'exprimer, a été un des plus brillants cerveaux de notre génération, de notre planète. Et peut-être grâce à cet homme, on va peut-être conquérir l'univers et solutionner des problèmes. Comme quoi, quel que soit l'état de santé ou l'état physique d'une personne, quand on prend la bonne voie, des champs s'ouvrent de manière assez incroyable. Et à chaque fois, on repousse les frontières beaucoup plus loin. Vraiment tellement loin que des fois, on ne les voit même plus. Et elles ne se présentent même plus à vous. Je pense que c'est vraiment important qu'on ait conscience de ça, quel que soit le métier que vous faites. Je sais pas, quel que soit le pouvoir que vous avez, quelle que soit la passion que vous portez, c'est bien de prendre en considération ce champ du possible, de savoir que vous avez une possibilité infinie et qu'en plus, selon votre regard, vous allez ouvrir des possibilités à l'autre et faire tomber toutes ces frontières. Donc voilà, alors habituellement, moi, quand je fais ce type d'intervention, j'aime bien échanger avec la salle. Donc je sais, on m'a dit non, c'est pas la culture du lieu, mais vous êtes magnifique. Est-ce que je peux faire une photo de vous là? Ouais. Alors, faites un beau sourire. Hein. Hop. Comme j'aime bien échanger avec la salle, n'hésitez surtout pas. Alors, attendez, je ne vous ai pas vu là-haut, j'arrive tout de suite là-bas. Ah, vous êtes quand même loin. Hein. Hop. Oui, je vais y arriver. Alors, hop. Et de ce côté-là, faites-moi un beau sourire là.
Génial, magnifique. Super. Est-ce que vous avez quelques questions? Pour le son, j'ai le numéro. Mais il ne faut pas vous mettre de frontières. Une petite transgression, c'est un peu l'habitude, c'est qu'il n'y a pas vraiment de débat, mais c'est vrai que j'aime bien, ce serait moi. une bonne idée. Si je n'avais pas transgressé les choses, je ne serais pas là aujourd'hui, je vous avoue. Allez. Alors attendez, on va vous porter un micro. Hop. Regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un peu sportif là? Quelle élégance quand vous montez les escaliers, c'est magnifique. Ça, c'est... Bonjour, je me présente, je m'appelle Estelle, donc je me jette complètement à l'eau. Je suis éducatrice depuis une petite trentaine d'années maintenant et j'ai créé une association pour autistes qui à mes jours est devenue mon chemin de vie. Et donc, si je vous interpelle, c'est pour m'aider, nous aider et aider Esprit de Partage. Cette association, je l'ai créée avec tout mon corps, toute mon énergie et mes deniers. J'ai mis tout mon argent, mon congé et moi, on a mis à peu près 30 000 € pour rénover cette salle. Et dans cette salle, on y rénove des meubles avec des personnes en situation de handicap, des autistes, moi-même qui passe des heures. Ces meubles sont vendus et le bénéfice de cet argent va pour acheter du matériel éducatif pour les autistes. Voilà, et là, on est tout novice, on est tout nouveau, on est pleine de bonne volonté. Quel est le nom de votre association? Esprit de Partage. Esprit Partage. Et vous avez un site internet? Alors, non, pas encore. Il y a juste Facebook. Moi, je suis nulle en informatique. Donc, c'est Magali Lost, la présidente de l'association. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de vous lever pour qu'on vous identifie bien. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent vous aider. Voilà. Donc, voilà, si on pouvait aider... Vous avez vu, messieurs, dames, si vous avez envie d'aider cette association, Esprit Partage, cette charmante blonde à lunettes, éducatrice spécialisée, donc voilà. Voilà, cette association se situe à Saint-Augustin, en Seine-et-Marne. Voilà, donc j'y suis en plus de mon travail à plein temps et je fais ce que je peux pour eux, pour les aider. Et ce que j'aimerais en premier, c'est pouvoir leur offrir des montres et des tablettes pour les aider, pour gérer leur temps. Parce que quand ils n'arrivent pas à gérer leur temps, pour eux, ça génère des troubles du comportement. Et donc, je voudrais les aider à être mieux, à vivre mieux. Et voilà, et c'est le chemin sur lequel j'ai envie d'aller. Mais toute seule, j'y arriverai pas. Et c'est tous ensemble qu'on peut y arriver. Donc, si vous pouvez nous aider pour eux. Voilà, bravo. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire leur pub pour leur structure ou me poser des questions? Je fais tout ça bénévolement, bien sûr. Mais c'est super, c'est top. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que j'étais amoureux de Paris. Alors, vous savez pourquoi j'étais amoureux de Paris? Parce que, comme on était dans des centres un petit peu à l'époque qui n'étaient pas aussi, comment dirais-je, il n'y avait pas aussi autant de construction. On était un peu dans les champs ou dans des forêts. Et quand on allait à l'hôpital se faire opérer, quand on traversait, vous avez vu les ambulances, elles étaient toutes floutées en bas, et en haut, il y avait un petit vitraux. Et donc, quand je traversais les campagnes, je voyais le ciel, les nuages, c'était sympa, mais ça, je le voyais quasiment tout le temps. Et dès que j'arrivais à Paris, c'était un truc incroyable, c'est qu'il y avait tellement de sculptures, de choses dans les immeubles et tout, que je me disais, waouh, ça, c'est la ville où je serai quand je serai grand, parce qu'à chaque fois, on m'expliquait que j'étais tête en l'air. Et je me disais, au moins, il y aura toujours quelque chose d'intéressant à voir dans cette ville. Donc c'est pour ça que je suis tombé amoureux de cette ville, et j'ai bien fait d'aller dans cette ville, parce qu'elle m'a vraiment porté chance. Il n'y a pas d'autres personnes qui veulent me questionner ou des choses comme ça? Allez, monsieur. Alors, une chose importante, dites votre nom et votre prénom, parce que ma maman, elle m'a dit de ne pas parler aux inconnus. D'accord. Donc, je m'appelle Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Je voulais aller dans votre sens. Quand vous dites le sport, c'est magique. Pendant toute ma vie professionnelle, en tout cas une grande partie de ma vie professionnelle, j'ai utilisé le sport avec les jeunes et j'ai eu des expériences fantastiques. Je revois encore une anecdote, mais
moi, je fais de la spéléo et du canyon. Hein. Et donc, j'ai emmené les gamins le faire, puisque c'était ma passion. Je leur faisais partager ma passion. Et je me revois ce gamin, là. On était en haut d'une cascade de 20 mètres. Il fallait descendre. Il fallait qu'ils se mettent dans le vide. C'est jamais évident. Hein. Même si on fait confiance au matériel, c'est jamais évident. Donc, ce gamin, avec mon aide, au départ, a fini par se mettre dans le vide, descendre. Et en bas, je l'ai entendu dire « Ah, si mon père me voyait ». C'est extraordinaire, ces réactions. Et ces gamins qui, d'un seul coup, se rendent compte qu'ils sont capables de faire des choses qu'ils n'imaginaient pas pouvoir faire avant. Alors ça a de l'intérêt parce qu'après, on peut réutiliser ça, notamment dans les apprentissages scolaires et tout, leur dire « Ben non, t'es pas nul, t'es capable de... » Voilà, c'était pour rendre cette expérience. Merci de ce témoignage. Voilà. Alors, je vais vous poser une question parce que comme vous n'osez pas me poser de questions, pourtant vous êtes beaucoup plus nombreux que moi. Hein. Est-ce que c'est le fait que je fasse du rugby qui vous impressionne comme ça? Ils n'ont pas tort. Combien de personnes pensent avoir des frontières à l'intérieur de sa tête Alors, soit les autres, vous êtes extraordinaires ou vous êtes hypocrite. Hein, parce que... Ou endormi. Moi, j'avoue, il m'en reste encore quelques-unes. D'ailleurs, on a eu une discussion hier sur le féminin. C'était assez incroyable, même si ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que culturellement aussi, on est porté par nos cultures, par nos croyances, par des choses comme ça, et que ce n'est pas évident. Moi, je dis souvent aujourd'hui que je suis une fille manquée, et d'assumer un petit peu toutes ces choses, ce qu'on peut vivre au quotidien, de s'assumer pleinement dans toute sa complexité, dans toute sa diversité, d'assumer qu'on soit une identité multidimensionnelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais créé un festival à l'époque qui s'appelait le Défestival, et c'était un peu l'auberge espagnole. Pareil, les préjugés. Quand j'ai voulu faire ce festival, c'était à l'occasion de l'année européenne et de la grande cause nationale en 2003. Et je me suis dit, mais c'est fou, il n'y a pas un grand truc qui se passe pour le handicap. C'est 2 grandes années, quoi. Super, les institutions ont remplacé le mousseux par le champagne, mais pas grand-chose qui se fait. Donc on a voulu faire un peu l'équivalent de la technoparade ou de la Gay Pride. Et quand j'ai été voir des personnes pour leur dire que c'était important qu'on voit les personnes handicapées dans la rue, on m'a dit, mais quoi, vous voulez faire la cour des miracles? Vous voulez faire la Gay Pride des handicapés? Vous allez dire que vous êtes fiers d'être handicapés? Et c'est assez surprenant que le fait que d'un seul coup on veuille faire quelque chose comme ça, de joyeux, de festif, parce qu'on parle du handicap, parce qu'on parle de la maladie, alors il faudrait que ça soit terne, sombre, triste, sérieux, rugueux. Et oui, il y a une partie de cette étape qui l'est. Mais toute l'énergie qu'on met dedans, tout cet argent qu'on dépense, tous les soins qu'on fait, c'est pour au final un résultat qui est d'apporter le sourire, d'apporter le bonheur, d'apporter la joie. Si on oublie toute cette dépense d'énergie, d'argent pour l'objectif final, c'est quand même surréaliste. Et donc j'ai dit tout bêtement, non, on ne va pas dire qu'on est fier d'être handicapé, mais on va passer par une première étape, c'est qu'on n'a pas honte d'être ce qu'on est. Et on voit qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on s'emprisonne parce qu'on est dicté par des magazines, par Photoshop, aujourd'hui par des réseaux sociaux. Il faut ressembler à ci ou à ça. Quel étrange monde, ce beau pays, où on ne peut pas être soi-même, où on est obligé de se mentir à soi-même et aux autres, de ne pas s'assumer, de ne pas vivre librement ce que nous sommes. C'est quand même fou pour un pays, entre guillemets, des droits de l'homme. Je préférerais qu'on dise les droits humains, comme ça inclurait un petit peu plus de monde. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable d'avoir toutes ces frontières aussi culturelles. Et dans le festival, notre slogan que j'avais sorti, c'était « Venez avec vos différences, repartez avec vos ressemblances ». Et je pense qu'une des frontières qu'il va falloir qu'on arrive à abattre, c'est qu'on est tous différents. Et c'est ça la vraie norme.
la norme, ça devrait être la différence. Et d'accepter la différence de chacun, tant qu'on est dans le respect, évidemment, de l'autre. Hein. Ne pas s'imposer. Et je me dis qu'il y a encore un grand combat à mener au niveau culturel pour accepter la différence, nos différences, ne pas s'auto-exclure et pouvoir être soi-même, vivre pleinement sa citoyenneté, ses engagements, ses passions, ses orientations sexuelles, ses origines, ses croyances. Et il y a un vrai combat à mener là-dessus, parce qu'on met le curseur sur des endroits qui sont évidemment redoutables, qui excluent énormément. Et j'aimerais que ce monde, parce qu'on est quand même un monde assez basé sur l'élitisme, soit plutôt basé sur l'excellence. Et que cet élitisme soit nourri d'abord par l'excellence. Et que ce n'est pas parce que vous êtes né là, ou que vous vivez là, que vous êtes dans l'élite. Et c'est parce que vous avez été dans l'excellence que vous atteignez une élite, comme dans le sport de haut niveau. J'ai jamais vu un champion, moi, arriver, débarquer en disant « je suis le fils d'eux, alors je suis le meilleur ». Non. Il a dû faire couler quelques litres de sueur avant, se faire un petit peu mal, et prouver qu'il était le meilleur. Et je pense que dans notre société, des fois, malheureusement, on oublie qu'on n'est pas meilleur, on le devient. Et si on arrive à transformer ça dans une vision un petit peu plus bienveillante, un peu plus humaniste, on le voit là, on a même monté une association qui s'appelle Éclore avec Solène qui est là, sur le management face aux défis de l'humain. Parce qu'on s'aperçoit que, je ne sais pas pourquoi, on est maintenant tous dirigés vers l'argent, en pensant que l'argent c'est la richesse, alors que l'argent c'est qu'un élément de la richesse et qu'on peut être performant en étant bienveillant. Et qu'on se laisse prisonnier par tout ça. Je crois que, je ne sais plus si c'est Gandhi qui disait « soyons le changement qu'on veut voir dans le monde ». Et je pense que c'est important que la première des frontières à faire sauter, c'est celle qu'on a dans nos têtes. Et non pas en niant nos origines ou nos cultures ou ce que nous a inculqué nos parents, mais plutôt en essayant de le vivre en complémentarité. Vous savez, j'avais été invité aux universités d'été du MEDEF, et le sujet, c'était le plafond de verre. Et c'est vrai que quand on est une femme et qu'on veut avoir des postes à responsabilité à très haut niveau, ça reste un peu limité, hein, on voit les pourcentages, que quand on est une personne handicapée dans une entreprise et qu'on souhaite évoluer au niveau de sa carrière, ça reste compliqué, que quand on vient d'un quartier ou qu'on est un petit peu basané ou d'une ethnie ou d'une autre culture, c'est difficile. Et moi, j'avais expliqué qu'au fait, j'avais jamais réussi à briser ce plafond de verre. J'avais fait quelque chose pour moi, qui était plus simple, plus évidente et moins embêtante à faire. C'est que j'ai construit au-dessus, tout simplement. Donc je ne l'ai pas enlevé. Donc si vous avez des plafonds de verre à l'intérieur de vous, construisez au-dessus, allez au-delà du plafond de verre, faites-en un joli sol, et vous pourrez regarder votre passé à travers. Merci. Merci Riyad. Je sais pas si on va passer la frontière du temps. Jean-Michel, peut-être encore, en tout cas, c'est tellement dans le sens de ce qu'on a réfléchi et partagé aujourd'hui que bon, est-ce qu'il y a encore quelque chose à partager? Non, moi souvent ce que je dis c'est, comme on a tous une date de péremption, qu'on est de passage sur cette planète, n'oubliez pas d'être heureux. Et si vous y arrivez, faites en sorte que les autres soient heureux autour de vous et vous verrez, on va vivre dans un joli monde. Merci. Merci à vous. Mais comme vous avez fait votre pub, je vais faire ma pub, vous pouvez aussi vous inscrire au Festival Éclore le 3 avril, hein, si vous avez des postes à responsabilité, vous êtes manager, RH, tout ça, vous êtes les bienvenus. Et peut-être aussi on fera quelque chose avec les enfants de la file de mots pour qu'ils viennent à l'étape capitale sur
ce Tour de France de la citoyenneté. Je ne sais pas comment on va s'organiser, mais ça me ferait plaisir de vous revoir.